Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine. Les conséquences de la guerre en Ukraine continuent à déverser son impact sur le monde. La RDC ne fait pas exception. Le pays a connu des perturbations des vols à l'aéroport international de Njili à Kinshasa suite à la pénurie du kérosène. Reportage. La situation est plus inquiétante pour les sociétés congolaises, privées et nationales, du fait que les compagnies étrangères s'approvisionnent également à Kinshasa pendant leurs escales. Les autorités n'ont pas communiqué cette pénurie. Selon plusieurs sources, cette situation ne concerne pas que la RDC, mais aussi l'ensemble de la sous-région. La crise ukrainienne et les sanctions imposées à la Russie ont un impact sur les cours mondiaux du pétrole. Une flambée des prix des carburants a été constatée dans plusieurs pays. Dans le secteur aéronautique, le prix du kérosène de type Jet A1 a augmenté. Au Sénégal, par exemple, le gouvernement a demandé aux compagnies aériennes étrangères d'assurer temporairement elles-mêmes leurs approvisionnements en carburant pour leurs vols de retour. Au Nigeria aussi, l'association des opérateurs aériens du Nigeria AON a même lancé un mouvement de grève. Elle a même suspendu jusqu'à nouvel ordre des vols intérieurs. Dans ce pays, le prix du litre de kérosène de type Jet A1 a presque quadruplé. La conjoncture internationale défavorable se poursuit. Mercredi, les prix du pétrole sont repassés au-dessus du seuil des $120 de baril. L'envolée est stimulée par la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie, la chute des stocks américains et des dégâts sur un terminal pétrolier russe. Sachez que le gouvernement a promis une solution face à cette difficulté d'approvisionnement en kérosène. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Hydrocarbures. Didier Boudimbu exhorte les compagnies d'aviation à réduire les fréquences de leurs activités jusqu'à la normalisation de la situation en attendant l'arrivée des stocks commandés. Monica Makaba. C'est par le canal du ministre des Hydrocarbures que le gouvernement justifie la rareté du kérosène constatée à l'aéroport international de Njili. Une situation qui occasionne soit le retard, soit l'annulation de vol. Malgré cette pénurie, le ministre des Hydrocarbures a rassuré que la RDC pourra faire face à cette crise à travers ses fournisseurs qui ont passé les commandes afin de renforcer le stock. Pour Didier Boudimbu, la situation n'est pas critique. La RDC dispose de jets de kérosène pour pouvoir tenir. Rappelons que le patron des hydrocarbures a déploré le fait que les compagnies d'aviation sont au courant de la situation, mais elles continuent à vendre des billets aux passagers. Pour éviter de faire sentir l'impact de cette pénurie, le ministre Didier Boudimbu a invité les compagnies d'aviation à réduire de moitié leur fréquence de vente en attendant que les stocks commandés arrivent à Kinshasa. Contrôle de la vignette, l'opération se poursuit sans relâche sur toutes les routes de la capitale. Les agents commis à ce service sont visibles dans tous les carrefours pour exécuter leurs tâches. Curieusement, la situation génère la difficulté du transport en commun pendant la semaine. Suivez ce reportage de Fifi Kalumbo. Il est actuellement difficile pour les conducteurs des véhicules de transport en commun et privés de circuler librement si l'on n'est pas conforme à la loi qui est l'achat de la vignette 2021. Les agents déployés sur terrain pour l'exécution de cette opération des recouvrements forcés sont très sereins. Tous les moyens sont mis en place pour mettre la main aux récalcitrants qui ne veulent pas se conformer à la loi car, dit-on, la loi est dure mais c'est la loi. Une fois pris dans les filets, une amende allant de 40 et plus est payé avant l'achat obligatoire de la dite vignette. Les malins ont opté pour la circulation soit tôt, soit tard, donc avant la descente sur terrain des agents de contrôle. La conséquence de cette opération, c'est les difficultés de transport dont sont victimes les passagers. Très visible dans les arrêts de bus, les usagers des transports en commun passent plusieurs heures pour chercher à obtenir le moyen de déplacement qui est devenu également rare et coûteux. Les embouteillages sont observés dans presque toutes les routes de la capitale. Le gouvernement congolais multiplie des stratégies pour décanter cette situation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a tenu à cet effet une rencontre avec les responsables de la police et des services de transport. Reportage.
Pour le gouvernement central, les embouteillages observés dans la ville de Kinshasa sont causés à la suite des facteurs endogènes et exogènes. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement estime que ces embouteillages sont causés par le non-respect et l'ignorance du code de la route, entraînant l'indiscipline dans la circulation routière, des tracasseries par des policiers de la circulation routière ainsi que des agents de contrôle du gouvernement provincial. Pour mettre fin à ces embouteillages, le gouvernement propose quelques pistes de solutions, notamment le désengorgement des 22 points noirs de trafic identifiés à travers la ville, l'aménagement des carrefours et espaces de stationnement ainsi que la signalisation routière, la régulation et l'inspection de la circulation, notamment en modernisant le registre des véhicules par l'enregistrement électronique, en produisant des nouveaux permis de conduire avec puces, en équipant la police des portiques mobiles, la coordination de la prévention de la sécurité routière, mais également la relance du train urbain dans les différents tronçons. L'encadrement du phénomène mototaxi et ses corollaires, ainsi que le soutien des projets innovants tels que les transports aériens, le transport urbain sur le fleuve de Kinshasa et à Maluku et j'en passe. Conformément à ces instructions données au Premier ministre, une séance de travail a été convoquée avec les ministres sectoriels ainsi que les experts afin de renforcer les mesures devant faciliter les usagers de la route à vaquer librement à leurs occupations. Controverse autour de l'examen de la loi électorale à la commission PAJ, des dizaines de membres des différentes ONG de défense des droits de l'homme ont envahi le palais du peuple dans le cadre d'un sit-in pour exiger la prise en compte de l'approche genre dans la réforme de la loi électorale conformément à l'article 14 de la Constitution. Reportage. Ces membres des organisations œuvrant dans la défense des droits des femmes, des jeunes et de personnes à mobilité réduite se sont mobilisés comme un seul homme pour manifester leur indignation contre le rejet de certaines dispositions proposées par le G13 sur la loi électorale. Ces activistes de droits de l'homme exigent le respect de l'article 14 de la Constitution dans la réforme électorale. Ce sit-in organisé ce mercredi fait partie d'une série de manifestations prévues pour 10 jours. Ces ONG revendiquent l'intégration du genre dans la loi électorale en se basant sur l'outil de plaidoyer qui est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces activistes de droits de l'homme s'insurgent également contre les rejets des différentes propositions faites par le G7 à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière sur l'examen de la loi électorale avec la commission PAJ. Ces organisations des droits des femmes ouvrent une brèche à la non-représentativité des femmes et des personnes à mobilité réduite sur la liste des partis politiques. Dans une déclaration commune, ces ONG ont manifesté leur mécontentement et exigent la prise en compte de la parité. Ces actions qui commencent le 18 mai prendront 10 jours pour permettre à ces différentes ONG de faire entendre leur voix sur l'indignation qu'elles ont éprouvée face à ce qu'elles qualifient d'injustice dans l'élaboration des dispositions de la loi électorale. Encore une prorogation de plus de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il s'agit de la 24e prorogation autorisée vendredi par les députés nationaux en plénière à laquelle ont refusé de participer activement leurs collègues de ces deux provinces concernées qui exigent la prise en compte de leurs desiderata au préalable. Monica Makaba nous en parle en détail. Sur 337 députés nationaux qui ont pris part au vote de ce projet de loi, 336 se sont prononcés pour le projet de loi, 10 députés nationaux ont voté contre et un député national s'est abstenu. L'article 1er du projet de loi prévoit que cette prorogation de l'état de siège prend cours le 20 mai 2022. Auparavant, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui a donné les raisons à la base de la demande de cette prorogation, a indiqué que la force de défense et de sécurité, engagée dans la dynamique d'endiguer définitivement toutes les forces du mal, dans l'Ituri et le Nord Kivu, mène encore des opérations militaires afin d'atteindre la paix durable recherchée pour cette partie de la RDC. Parlons de l'entrée de 750 policiers dans le Haut-Katanga en provenance du Grand Kasaï. Des enquêtes sont déjà en cours pour en savoir un peu plus. C'est ce qu'a rapporté le général Philémon Patience Mouchidiav lors de son arrivée à Lubumbashi. Monica Makaba, encore une fois. Le commissaire général adjoint en charge de la police administrative en RDC a promis des sanctions à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de désertion. Je suis à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale congolaise.
Nous sommes venus échanger avec les autorités provinciales de l'espace Grand Katanga sur le dossier des policiers déserteurs, des missionnaires venant des autres se trouvant illégalement. Je suis à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous sommes venus échanger avec les autorités provinciales de l'espace Grand Katanga sur le dossier des policiers déserteurs, des missionnaires venant des autres se trouvant ici légalement. Ces démissionnaires, ces déserteurs et ceux qui les utilisent légalement, les sanctions tomberont, a-t-il affirmé à la presse locale. Ici est de rappeler que lors du briefing sur la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï, le lundi 2 avril dernier à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Aboula Katoué du Haut-Katanga affirme que 750 policiers armés en provenance du Grand Kasaï étaient arrivés dans son entité. Selon lui, ces policiers seraient à la base de l'insécurité dans sa province. On va rester à Lubumbashi pour parler de l'ouverture du forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais à Lubumbashi. Cette rencontre est convoquée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi pour créer un rapprochement entre les dignes fils de cet espace n'a pas du tout été apprécié par Eddy Kapent. Annie Akole nous en parle. Il s'agit d'une table ronde qui regroupe 200 participants de l'espace Grand Katanga. Initié par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, ce forum de réconciliation entre leaders katangais est une première depuis l'histoire contemporaine du Katanga. Les fils et les filles de cette province de la RDC se retrouvent définis de nouvelles bases de fraternité visant premièrement le développement de l'espace Grand Katanga dans son allocution. L'archevêque métropolitain souligne, je cite, « La foi de vous voir parmi nous est une immense et difficile à dissimuler. De voir toutes ces icônes du Katanga, ces personnalités, ces figures de proue qu'on n'a plus vues depuis longtemps. » Fin de citation. Monseigneur Fulgence a insisté sur la finalité de ces assises qui n'est pas liée à un but politique, mais plutôt pour servir les biens communs au profit de la dignité humaine et principalement du Katanga. Signalant que ce forum sur la réconciliation des leaders katangais ira du 17 au 19 mai prochain. Monseigneur Fulgence a prévu de s'impliquer un rapprochement entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Curieusement, cette démarche n'a pas été appréciée par Eddy Kapent, originaire du Katanga, qui justifie la tenue de ces forums car selon lui, il faut plutôt réfléchir aux stratégies visant à mettre fin à la guerre à l'est du pays, en lieu et place de procéder à une réconciliation à géométrie variable. Eddy Kapent préconise plutôt une réconciliation entre les politiciens katangais et la population. Reprise obligée de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de la Chopo, la cour d'appel de Kisangani a annulé les résultats issus du deuxième tour de ce scrutin qui a proclamé Tony Kapalata vainqueur grâce à son âge contre Madeleine Nikomba. Ces deux candidats avaient fait ex-aequo avec 14 voix chacun. La suite en images. Après avoir analysé minutieusement le rapport sur le déroulement des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de la Chopo, la cour d'appel de Kisangani a annulé les résultats issus de ce deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Une joie de voir cette cour annuler ces scrutins et dans quel but la CENI de pouvoir organiser notre réalisation. Des nouvelles élections seront réorganisées dans une semaine, conformément au calendrier qui sera publié par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'est de signaler qu'au deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui a eu lieu lundi 9 mai au siège de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu et Tony Kapalata, qui ont dévancé les 10 autres candidats lors du premier tour du vendredi 6 mai 2022, sont arrivés ex-aequo avec 14 voix chacun. C'est grâce à l'ancienneté d'âge selon l'article 170 alinéa 3 de la loi électorale que Tony Kapalata avait été déclaré gouverneur élu de la Chopo. Lésé par ces résultats, Madeleine Nikomba a saisi la cour d'appel de Kisangani qui a finalement tranché par l'annulation des résultats. La RDC a célébré le 17 mai la journée de la Révolution et des forces armées, autrefois appelée Fête de la libération du Congo. Cette journée marque l'histoire politique de la RDC par l'entrée à Kinshasa des troupes de l'AFDL. Pour vous rafraîchir la mémoire, FM Télévision vous a proposé ce récit.
Déjà vers les petites heures du matin, les habitants des communes périphériques de Kinshasa apercevaient des troupes des militaires constituées pour la plupart des mineurs bien armés, surnommés Kadogo en swahili, traduit par petit en français. Ces enfants soldats qui ont commencé par conquérir les provinces de l'Est du Zaïre ont finalement foulé le sol de Kinshasa sous les ovations des populations de la capitale qui voyaient progresser ces troupes. Certains s'étaient lancés dans la panique car il y avait des attroupements par-ci par-là dans les rues de Kinshasa et d'autres plus curieux avaient accompagné ces soldats en scandant des chants exprimant la chute du pouvoir du président en exercice, le feu maréchal Mobutu. En ce jour du 17 mai, le roi du Zaïre, Mobutu, était en fuite avec son entourage à l'étranger pour un exil depuis quelques jours. Entre-temps, les affrontements entre l'armée zaïroise et les Kadogo étaient rapportés par les médias étrangers et réfutés par les autorités zaïroises, et ce, malgré la médiation du président sud-africain Nelson Mandela, qui a tenté d'initier un dialogue entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila, mais sans succès. Ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Les appels au calme lancés par les animateurs des institutions restées à Kinshasa se multipliaient et les spéculations se répandaient aussi de plus en plus. La veille du 17 mai 1997, soit le 16 mai, les coups de feu étaient entendus au camp Tchachi, mais également l'information faisait état de l'assassinat du chef d'état-major général des forces zaïroises, le général Donatien Maélé. Les Kinois lésés par le régime de Mobutu avaient accueilli favorablement les troupes de l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila qui gagnait de plus en plus la confiance du peuple zaïrois fatigué de la dictature instaurée par le régime Mobutu. Ce jour du 17 mai, les Kadogo ont pu atteindre tous les coins et recoins de la capitale pendant que certains soldats de l'armée zaïroise ont pris fuite et d'autres se sont rendus sans résistance. Ce fut une nouvelle ère de l'histoire du Zaïre. Laurent Désiré Kabila s'autoproclama président de la République à partir de Lubumbashi où il se trouvait. D'un cran, les troupes de l'AFDL étaient transformées en une nouvelle armée nationale. La pendaison, c'est la peine que mérite tout officier des FARDC ou militaire qui est de mèche avec les groupes armés dans l'est de la RDC. Ce point de vue est de Félix Kaimbe, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Cet acteur politique a loué les prouesses des forces armées nationales à l'occasion de la commémoration de la journée leur dédiée. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Patrick Ngou. Donner raison par rapport à l'intervention ou à la parole du chef de l'État qui a dit, en tout cas, il faut que nous puissions avoir des résultats escomptés par rapport à ce que lui attend de cela. Et nous déplorons cela, nous déplorons cela, et nous croyons certainement qu'il faut qu'il y ait aussi, bien entendu, la collaboration de la population congolaise pour que nous puissions mettre fin à cette supercherie où certains officiers militaires de l'armée de la République moderne du Congo sont en train de nager à contre-courant. Ces gens-là méritent une pendaison. Pourquoi? Parce que c'est de la haute trahison. Lorsque oui, j'ai dit une pendaison. J'assume, monsieur, j'assume. Vous savez, la République n'a pas besoin de gens qui vont comploter contre la République. Et lorsque vous complotez contre la République, il s'agit de la haute trahison. Et donc, il faut que vous puissiez subir la rigueur de la loi. Procès Floribert Chebeya, le général John Numbi doit comparaître dans ce procès. C'est le vœu ardent de l'épouse de l'activiste des droits de l'homme assassiné. Annie Chebeya s'est exprimée sur la question de l'assassinat de son mari. Suivez ce récit d'Annie Akole. Annie Chebeya s'est dit satisfaite de l'arrêt de la haute cour militaire condamnant les exécutants, notamment Jacques Mugabo et Christian Ngoy Kenga Kenga. Mais elle dit attendre toujours la fixation, celui dans lequel John Numbi est prévenu. Sans avoir froid aux yeux, l'épouse de l'activiste des droits de l'homme assassiné a souligné, je cite, « Nous avons déposé la plainte depuis longtemps contre John Numbi, mais c'est à la haute cour maintenant de fixer l'affaire. La condamnation des exécutants est inavancée
une étape franchie. Maintenant, nous voulons que les donneurs d'ordre ou des commanditaires soient aussi condamnés. Malgré la faute de John Numbi, la justice a beaucoup de moyens pour l'avoir. Je demande au président de la République démocratique du Congo de s'impliquer. D'abord, John Numbi doit être renvoyé de l'armée. C'est ce que nous demandons. Qu'il soit jugé et condamné. Il a offensé le pays. À part le fait d'organiser la mort de Tchébéa, il a déserté l'armée. Fin de citation. C'est depuis le 11 mai dernier que la Haute Cour avait rendu son arrêt en appel dans le cadre du double assassinat de Floribert Tchébéa et Fidel Bazama. Dans son verdict, acquittant de toutes ces infractions Paul Mwilambwe. Christian Kenga Kenga a été condamné à la peine capitale et Jacques Mugabo écopé de 12 ans de servitude pénale tout en étant renvoyé de la police. Rappelons que Floribert avait été convoqué le 1er juin 2010 dernier à l'inspection générale de la police à Kinshasa pour rencontrer son responsable, le général John Numbi, selon plusieurs témoignages. Son corps avait été retrouvé le lendemain dans sa voiture, les poignets portant des traces de menottes. Mais celui de son chauffeur Fidel Bazama n'a jamais été retrouvé. En santé, la rougeole continue à progresser dans certaines provinces du pays. C'est le cas de le dire avec la province du Sud Kivu qui a recensé un cumul de 109 cas dans la zone de santé de Ruzizi située dans les territoires d'Ouvira depuis fin avril dernier. Le point avec Annie Akole. Selon Batukwisi Miigo, infirmière superviseure de cette zone de santé, parmi ces cas, 3 décès dont 2 enfants sont à déplorer. Nous avons déjà enregistré 109 cas à partir de la semaine 15 jusqu'à la semaine 19. L'heure de santé de Runingu, suivi de celle de Nyakabere, ont enregistré plus de cas. Malheureusement, nous avons déjà enregistré 3 décès, a-t-il déclaré dans une adresse à la presse locale jeudi dernier. Par ailleurs, il déplore le fait pour certains patients de se faire soigner à la maison et d'autres dans des structures non viables pour cette cause. Aussi, l'infirmière superviseure de la zone de santé de Ruzizi rassure qu'une campagne de vaccination contre cette épidémie sera bientôt lancée en province. Il s'est de signaler que plusieurs zones de santé du site qui vous font face à cette épidémie depuis le début de cette année 2022. Celle de Chabunda a également connu des dizaines de cas. Toujours s'agissant de cette épidémie de la rougeole, la province du Nord Ubangi a enregistré un total de 28 décès liés à cette maladie depuis 3 mois seulement. Suivez encore les détails avec Anya Kole. Ces statistiques ont été fournies à la presse par le médecin-chef des zones de santé de Mabo-Imbongo, le docteur Ben Kotimo. D'après la même source, au moins 40 cas de la rougeole ont été enregistrés dans cette zone de santé depuis février dernier. Au stade actuel, poursuit le docteur Ben, aucune campagne de vaccination n'a été organisée pour riposter contre l'épidémie de la rougeole qui a ressurgi dans plusieurs aires de santé de Mabo-Imbongo, entre autres Maniko, Satema, Wenengo, Kotakoli 1, Kotakoli 2, Gabon, Bokocha et Maboyi. Il plaide pour une intervention d'urgence de la part aussi bien des autorités compétentes que des partenaires pour maîtriser cette épidémie de la rougeole qui a déjà fait une vingtaine de morts dans la région. Signalons que la rougeole est une infection causée par un virus qui est traduit surtout par une atteinte du voie respiratoire. Parlons cette fois-ci de la poliomyélite. Cette épidémie progresse également dans la province du Maniema qui a déjà enregistré 43 cas. L'annonce a été faite par l'un des responsables de la task force chargée de la riposte contre cette épidémie. C'était au cours d'un briefing avec le gouverneur de province. Suivez. En marge du lancement de la campagne de vaccination contre cette épidémie prévue du 26 au 28 mai prochain au Maniema, les membres de l'équipe Task Force Communication et les gouverneurs du Maniema ont fixé l'opinion sur la progression de cette maladie dans la province du Maniema. À ce jour, 41 cas confirmés de poliomyélite sur les 53 cas recensés sur l'ensemble du pays durant la période allant de mars 2021 jusqu'en avril 2022 dernier. Une situation qui fait du Maniema l'épicentre de la dite maladie en RDC, selon l'exécutif provincial. L'urgence sanitaire s'impose qu'un seul enfant peut contaminer plus de 200 autres personnes, a mortelé le docteur Antoine Kaloumé.
Le membre des Task Force a également indiqué que les enfants des 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne gratuite de vaccination qui va se dérouler avec la stratégie dite de porte-à-porte pour prévenir les enfants contre cette épidémie. Dans la foulée, la même source renchérit que la phase de riposte contre cette épidémie de poliomyélite au Maniema interviendra entre les 6 et les 8 juin prochains. Outre la poliomyélite, la province du Maniema fait face à plusieurs épidémies dont la rougeole, les monkeypox et autres. Signalons que la poliomyélite est une maladie qui touche surtout les enfants en paralysant le membre supérieur et inférieur et peut parfois conduire à la mort. En sport, la DEFCO a tenu une réunion pour évaluer la reprise du championnat national tel qu'annoncé par la Linafoot. Cette information a inquiété l'association des dirigeants du football congolais vu que certaines questions d'ordre technique et logistique méritent encore beaucoup d'éclaircissements. Suivez le secrétaire général de la DEFCO, Guy Mafuta, dans cet élément de Lionel Ngolo. La réunion d'aujourd'hui est une suite de celle qu'on avait amorcée il y a de cela quelques semaines. À Béatrice, vous vous souvenez, la DEFCO s'était réunie pour donner suite à l'arrêt au championnat. Et la résolution était simple, celle de rencontrer les organes, tous ceux qui interviennent dans le secteur, notamment la Linafoot, la FECOFA et le ministère. Vous nous aviez accompagnés tous, nous avions tour à tour été reçus par ces différents partenaires. La dernière réunion la plus importante est celle qui était organisée au ministère, avec le ministre lui-même, la DEFCO, la Linafoot et la FECOFA. Et là, il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase aller qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà le 10 passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Certaines questions qui peuvent relever du technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la Linafoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Dans le même chapitre, les amoureux du football vont devoir attendre un peu plus que prévu car le comité exécutif de la FECOFA et le comité de gestion de la Linafoot ont prolongé la reprise du championnat national à une semaine, soit le dimanche 29 mai, afin de permettre aux clubs engagés de se mettre en ordre. Suivez cet élément. Initialement prévu pour le dimanche 22 mai prochain avec Sanga Balende, DSMP à l'affiche de la reprise du championnat national après 3 mois d'arrêt a été repoussé d'une semaine. En tout cas, c'est ce qu'a décidé le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association en commun d'accord avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Au terme d'un échange hier jeudi au siège de la Fédé. Les deux parties sont pour la poursuite du championnat d'élite de la RDC après la somme de près de 300 000 $ américains débloqués par le gouvernement congolais. Une enveloppe consistant estimant les organisateurs pour l'achat de billets des clubs pour les matchs en déplacement. Ainsi, toutes les conditions sont donc réunies et pour la reprise du championnat après 3 mois d'arrêt. Le report d'une semaine a été décidé simplement pour permettre aux clubs engagés de se mettre en ordre utile afin d'éviter tout genre de prétexte de la part de certains clubs mal intentionnés qui parlent des conditions physiologiques des joueurs après une longue période d'inactivité. De leur part, la DEFCO, à travers la bouche de son secrétaire général, pense qu'il serait nécessaire d'avoir une séance de travail pour harmoniser avec l'organe technique, la Linafoot. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Certaines questions qui peuvent relever du technique,
de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la Linafoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Les amoureux du ballon rond vont devoir attendre un peu jusqu'au 29 de ce mois pour la reprise du championnat. Le temps pour les clubs de se mettre en ordre afin d'offrir une fois de plus aux Congolais de bons spectacles de football. Mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à prendre connaissance de ce communiqué nécrologique du décès de Madame Hélène Tiala. Fifi Kalumbwe, journaliste à la FM Télévision, Papa Nestor Mutombo, ainsi que les familles Kabangu, Mutombo et Kabea ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur mère, épouse, tante et grand-mère Hélène Tiala Malea, affectueusement appelée Mamie. Décès survenu le dimanche 15 mai 2022 à l'hôpital Biamba Marie Mutombo de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 27 mai 2022, veillée mortuaire à la résidence de la défunte située au numéro 36 de l'avenue Bibois au quartier 1 dans la commune de Ndjili, référence terrasse contre mur sur le boulevard Kimbuta. Une messe sera dite en mémoire de l'illustre disparu. Samedi 28 mai 2022, levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence de Ndjili, quartier 7. Un recueillement est prévu sur place. L'enterrement aura lieu le même jour à la nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et voilà, c'est par cette note noire que nous bouclons ce journal. FM Télévision présente ses condoléances à toute la famille Mutombo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.